Nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info CJSR. Cette semaine, nous dressons le bilan 2024 de la Corporation de développement de Saint-Raymond avec Richard Saint-Pierre. Arthur Bordelot nous réserve un reportage sur l'exposition d'Annie Muller dans la verrière du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Le SOS Accueil a une année 2024 bien remplie. On en parle avec Claude Frenette, le nouveau président de l'organisme. Philippe Papillon a assisté au déjeuner du Bourg-Saint-Louis, un événement ayant eu lieu à Pont-Rouge. Il nous réserve un reportage. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le SOS Accueil de Saint-Raymond a vécu de gros changements en 2025. L'organisme, qui compte plus de 100 bénévoles, donnant du temps chaque semaine, a inauguré l'an passé son nouveau bâtiment adapté à ses besoins. Ce n'est pas tout, et pour découvrir ce qui a été fait par le SOS Accueil dans la dernière année, j'ai discuté avec Claude Frenette, le nouveau président. Voici cette entrevue. On fait maintenant le bilan 2024 du SOS Accueil de Saint-Raymond. Avec moi, j'ai le nouveau président de l'organisme, M. Claude Frenette. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. C'est très le fun de pouvoir aussi expliquer à la population de Saint-Raymond qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait en 2024. Merci, Danick. Et justement, en 2024, en novembre, Claude, vous êtes devenu le président de l'organisme. Exact. Donc, j'ai succédé à Reine Caillé. Donc, on m'a nommé pour être à la présidence du SOS Accueil. J'ai accepté. Ça faisait quand même tout près de 2 ans que j'étais dans l'entourage avec l'équipe de gestion et Reine. Donc, c'est comme un fait naturel de pouvoir progresser au niveau du SOS Accueil. Et d'ailleurs, dans ces 2 ans-là, vous avez vu beaucoup de développement dans l'organisme avec finalement la nouvelle bâtisse qui a été inaugurée en 2024. Ça fait partie justement de votre bilan là, dès janvier. Oui, en janvier justement, c'est que la bâtisse nous a été livrée, mais en janvier, disons, la coquille a été livrée, mais il restait à l'intérieur à compléter. Tout l'aménagement a été fait en janvier. Donc, on a pris tout le mois de janvier pour aménager ça. Déménager, on était aux habitations Saint-Raymond, pour déménager, en fin de compte, tout le stock aussi qu'on avait à l'intérieur. Il y en avait partout dans les entrepôts aussi. Là. Donc, on a ramené au SOS Accueil dans notre nouvelle bâtisse. Donc, c'était un bon chantier en janvier. Préparer les étagères, mettre en place les comptoirs, parce que c'était pas fait. Là. Il n'y avait rien. C'est vraiment tout fait, là, la structure à l'intérieur, toutes les étagères, comme tu mentionnes, qui ont été achetées, qu'on a montées. Donc, tout l'intérieur a été aménagé pendant tout le mois de janvier. Effectivement, il y avait beaucoup de travail à faire. Et justement, c'est à partir du 1er février que vous avez ouvert au public. Là. Oui, exactement. On se donnait ce target-là, puis on a réussi à y arriver parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire. Et le 1er février, on a ouvert au public. Tout est un succès. Le monde nous attendait beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui passe. On va le voir dans les statistiques. Il y a beaucoup de gens qui ont passé, puis ça a été vraiment merveilleux. Puis là, on a eu que de félicitations pour justement le magasin. C'est agréable, on circule bien, puis c'est bien. Effectivement, pour la pérennité de l'organisme, ce local-là était nécessaire. Ah oui, parce qu'avant, notre local, c'était désuet. On était dans 2 bâtisses. Là, on est sur le même plancher. Pas 2 étages, parce qu'à la fin, c'était donné difficile pour les gens de monter en haut acheter des vêtements, parce que tous les vêtements étaient quasiment au 2e étage. Donc, ça devenait difficile pour certains bénéficiaires de pouvoir y aller, pour la population en général. Puis aussi nos bénévoles. Ça devenait un risque de tout le temps monter avec des sacs de linge dans les escaliers. Donc, ça, c'est merveilleux. Tout se déplace, tout est mobile sur roue. C'est vraiment formidable pour nos bénévoles.
Et vous avez des activités qui reviennent à chaque année. En mars, c'était les paniers de Pâques. Oui, paniers de Pâques, grâce encore aux Lions. Les Lions ont terminé, mais ont été présents, puis sont encore un peu présents d'une certaine façon, parce qu'il y a des gens qui sont quand même qui sont là, qui nous ont justement, ont continué justement le panier de Pâques en mois de mars l'année passée. On a distribué environ une quarantaine de paniers de Pâques au mois de mars l'année passée, en 2024. Et il y a un projet que vous m'avez dit avant qu'on commence l'entrevue, oui. Claude, très intéressant, oui. Le PRS. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, l'acronyme PRS, c'est le Programme de récupération des supermarchés. Il faut comprendre une chose, c'est le gouvernement qui a mis ça en place parce que c'est de la nourriture qui est achetée. Donc, quand ça arrive proche de la date de préemption, les épiciers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient de la nourriture parce qu'ils ne peuvent pas vendre après telle date ou à très prix réduit. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est que des fois, une journée ou deux, ils font congeler cette nourriture-là, qui, le lundi, c'est Métro et Maxi ici à Saint-Ramon. On était les premiers, on était instigateurs avec la table de concertation, la table de sécurité alimentaire à Port-Neuf. C'est eux qui gèrent ce dossier-là. Ils nous ont demandé pour être un peu les pionniers, en fin de compte, de pouvoir projet pilote, mais qui devient un projet continuel, pour recevoir cette nourriture-là. Pour te donner une idée d'année qu'on reçoit environ comme en nombre de bacs, c'est des bacs de nourriture qui nous arrivent, c'est entre 50 et 60 bacs par semaine qui nous arrivent. C'est sûr, on ne peut pas garder toute cette nourriture-là parce qu'on n'a pas de place. On a un certain nombre, on en regarde à peu près 50 %. L'année passée, pour vous donner une idée, d'avril à la décembre, c'est 16 000 kilos de nourriture qu'on a pesé chez nous, qui a passé. Là-dessus, on en regarde à peu près 50 %, donc à peu près 8 000 kilos. Qu'on a gardé de nourriture, qu'on remet à nos bénéficiaires. Donc, c'est de la nourriture de plus qu'on peut permettre. Puis nous, avec les bons alimentaires qu'on leur donne en plus, ça leur permet d'acheter plus de fruits et légumes qu'on n'a pas, qu'on ne garde pas. Donc, ça vient encore augmenter la nourriture que les gens peuvent bénéficier pour les familles aussi. Donc, ça, c'est un point très important. Là. Donc, ça, c'est en avril. Et puis, à propos de ce sujet-là, c'est vos bénéficiaires qui peuvent profiter de cette offre-là. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, les bénéficiaires, il y en a des fois, ils peuvent penser « Ah, c'est tout le monde qui va pas chercher dans la nourriture-là ». Oui, tout le monde est éligible, mais à condition qu'il soit éligible parce que chaque personne qui a un besoin alimentaire doit passer dans le bureau. On a un dossier. Si on n'a pas de dossier ouvert, ça nous fait plaisir d'ouvrir un dossier puis voir leurs besoins. Leurs besoins financiers, c'est quelles sont leurs finances? Est-ce qu'ils sont vraiment dans le besoin ou s'ils viennent tout simplement pour voir la nourriture est gratuite, c'est pas comme ça fonctionne. Donc, on vient vraiment en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'on regarde avec l'aide de la nourriture qu'on reçoit du PRS. On regarde peut-être pour ajouter là, dans les prochaines semaines des produits hygiéniques qu'on n'avait pas. Donc, on veut ajouter cet article-là de plus à notre épicerie. Là. Donc, c'était quand même un gros morceau de 2024, la mise en marche de ce dossier-là. En mai, c'est avec tous les gens qui ont participé à la campagne de financement, vous avez fait votre inauguration officielle. Exact. En mai, c'était l'inauguration officielle de tous nos donateurs. Vous vous souvenez qu'il y a eu une campagne qui a été faite pour justement lever cette bâtisse-là. Ça a été extraordinaire. Il y a eu une réponse incroyable. C'est sûr que la Ville a contribué beaucoup aussi à la hauteur de 400 000, mais il y a beaucoup d'entreprises privées, de tout le monde qui ont pu contribuer. Donc, ça nous a permis de construire cette bâtisse-là et de pouvoir aménager aussi l'intérieur. Et vous comprenez qu'il y avait l'extérieur aussi à compléter dans tout ça. Donc, ça a été un franc succès, cette inauguration-là aussi en même temps. On prend une pause pendant la saison estivale. On revient en septembre et vous faites, comme à l'habitude, votre party pour les bénévoles. Exactement. Fin août, on rouvre 2 semaines. C'est la fin août à peu près qu'on rouvre. Donc, les 2 dernières semaines, on ouvre. Par la suite, on fait un petit party de bénévoles. Un party qui fait en sorte, c'est pas grand-chose. On fournit la pizza pour dîner ou autre chose, mais ça nous permet de se rencontrer tous les bénévoles ensemble parce qu'il faut comprendre chaque équipe sont séparés. On a quand même 100 bénévoles qui passent au SOS Accueil par semaine. C'est quand même du monde, 100 personnes. Et c'est le mardi matin, mardi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, plus les 3 autres jours, qu'il y a des petites équipes aussi qui sont là en souhait. Donc, ces gens-là, des fois, ils ne peuvent pas se rencontrer tout le temps parce qu'ils ont chacun leur équipe. Donc, le party, ça permet de faire des échanges et aussi, on leur pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau du SOS Accueil? Et eux, ils voient sur le plancher qu'est-ce qu'on peut améliorer. À partir de là, nous, on met des choses en place pour améliorer notre fonctionnement à cet endroit-là. Et vous avez clos un dossier important aussi en septembre, si je ne m'abuse, avec le changement de votre charte. Oui, exactement. En devenant propriétaire de cette bâtisse-là, au niveau du gouvernement, du coup, il y avait des choses à changer. Et au niveau de l'ACT, l'Agence de revenus du Canada, il fallait changer la charte, l'objet qui est dans la charte. Donc, il fallait changer cet objet-là. Ça a été assez compliqué et ardu. Il fallait changer nos affaires au registre des entreprises. Par la suite, l'ACT a refusé le texte qu'on mettait, l'objet, c'était trop large, parce qu'il faut comprendre, les
les organismes à but non lucratif de charité, entre autres, il y a beaucoup de fraude qui se fait à l'intérieur de ces organismes-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont beaucoup plus sévères, plus stricts. Dans qu'est-ce qu'on va faire? On est vérifié. Donc, ça a été changé et ça a été accepté quand même 1 an et demi plus tard, c'est quand même assez long, au mois de septembre. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'émettre des reçus de dons de charité. Donc, c'est important pour nous de garder qu'est-ce qu'on avait, là, ces acquis-là. Donc, ça, c'est réglé. En octobre, malgré que vous avez un nouveau bâtiment, les objets, il y en a en abondance. Vous avez des dons en objets qui sont assez importants. Vous avez dû faire l'acquisition d'une remorque là, pour en stocker davantage. Exact, parce que ce qui arrivait, on n'avait plus de place parce qu'il y a du saisonnier dans notre affaire, donc on ne savait pas où le mettre. On était stocké terriblement, donc on venait trop tassé. Donc ça nous permet de mettre justement un peu de saisonnier dans cette remorque-là. Puis ça nous permet aussi de mettre le stock qu'on n'a pas besoin régulièrement ou les outils, des choses comme ça. Ça nous permet d'avoir un endroit pour justement se libérer à l'intérieur puis faire de l'espace à l'intérieur justement pour accueillir un peu plus d'articles qu'on va pouvoir mettre sur les tablettes par la suite. Ça permet d'année que j'en profitais en même temps de l'occasion pour les objets que les gens nous apportent. Moi, je tiens à remercier la population, tout ce qu'ils nous apportent, parce que c'est énorme. Il faut comprendre une chose, il y a à peu près, je dirais à 80-90 c'est bien, mais il y a tout le temps 10 je demanderai à la population des fois d'être prudent parce que quand il y en a des fois qui apportent des vêtements dans la chute à linge, ils pitchent ça même pas dans un sac, tout pêle-mêle, ça tombe à terre en arrière. Il faut comprendre qu'il y a des bénévoles derrière ça qui ramassent. On a trouvé des fois des sacs, ça n'a pas de bon sens, des sacs, là, on ferme le sac, on le met à la poubelle directement à force que c'est vraiment le scrap, puis ça pue. L'expression, ça pue carrément, puis c'est même plus bon, c'est scrap. Donc, il faut faire attention qu'on n'est pas aussi le centre on n'est pas le dépotoir. Hein, des fois, c'est peut-être... Vous n'êtes pas un centre de recyclage. Oui, c'est ça. On recycle des vêtements, c'est d'accord, parce qu'on donne une deuxième vie. C'est ça le but. Mais il ne faut pas arriver non plus quand ce n'est pas recyclable du tout. Donc, ça, c'est quand même important, là, en bout de ligne, de faire attention quand vous emportez votre stock. On est bien content. On reçoit des biens, là. Il y en a, c'est formidable. On dirait c'est impressionnant de voir qu'est-ce qu'on peut recevoir en bien, puis la qualité aussi des objets qu'on reçoit. Ça, c'est important de le mentionner, parce qu'il y en a vraiment nous apportent des belles affaires. Et vos bénévoles sont vraiment sollicités lors de la période des fêtes. Novembre-décembre, c'est le moment où est-ce qu'il y a le plus d'activités, si je me trompe. Il y a de l'activité pendant tout le long, mais il faut comprendre qu'en fin novembre, il faut commencer à préparer tous les paniers de Noël. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et il y a l'arbre enchanté aussi. Donc, ça demande beaucoup d'espace. Encore là, on manque d'espace quand on reçoit toute la nourriture pour les bénévoles. Pas pour les bénévoles, mais pour les bénéficiaires. Donc, il faut tout se préparer. Il faut avoir des équipes pour être prêts à monter toutes les tables, puis tous ces paniers-là. On va le dire tantôt, il y a beaucoup de paniers qui s'est donné, donc il faut être prêt. Donc ça demande beaucoup de temps aussi, à travers le temps qu'on est ouvert aussi, parce qu'on est ouvert à travers tout ça. Puis il faut préparer aussi cette activité-là, qui est une des grandes activités qu'on remet là, en don là, à nos bénéficiaires durant cette période-là des fêtes. C'est quand même... Puis l'arbre enchanté avec les chevaliers colons. Donc c'est nous qui recevons tous les cadeaux qui viennent de Place Laurier. C'est nous qui les redistribuons aussi par la suite. Donc c'est quand même important. Alors, on arrive à la fin du bilan. Par contre, vous m'avez dit avoir quelques statistiques intéressantes là, pour les SOS Accueil. Effectivement, si tu me permets, je vais regarder un peu les statistiques que j'ai préparées. C'est quand même impressionnant quand on regarde. Il y a quand même en jours ouvrables au public, c'est quand même entre 80 et 90 jours ouvrables qu'on ouvre au public pour venir acheter. Et je profite de l'occasion, il y en a qui pensent « c'est ceux qui sont démunis qui viennent acheter au magasin du SOS Accueil ». Au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Parce que quand vous venez acheter, il faut comprendre une chose, que nous, le stock nous est donné gratuitement. Je dis tout le temps le stock, c'est un terme anglais, mais les biens qui nous sont donnés, peu importe le genre de bien, vêtements, on reçoit toutes sortes de biens. Que nous, on revend à un prix dérisoire. Notre prix moyen, c'est 1,5 pièce, l'item. Pas cher, là, venir acheter au SOS Accueil, puis c'est acheter du linge pour enfants, qui est très, très propre, des fois, qu'ils mettent quasiment pas à 1 pièce du morceau, c'est pas dispendieux. Donc ça, c'est quand même des gens qui peuvent en profiter. Donc, on est ouvert à 80 jours. En heures de bénévoles, j'ai fait un petit calcul rapidement, c'est 14 500 heures de bénévoles qui se donnent au SOS Accueil par année, qu'on a donné en 2024. Si on met ça à un taux horaire moyen de 15 et 75, qui est le taux salaire minimum au Québec, c'est 225 000 $ de temps qu'on ne paie pas. Ça, il y a beaucoup d'organismes qui doivent payer des salaires. Nous, on ne paye aucun salaire. De la direction, peu importe qui est dans tous les bénévoles, c'est aucun salaire. Donc ça, c'est important, ce qui nous permet de justement faire vivre le SOS Accueil de cette façon-là. On a aussi pour les morceaux, bien vous donner le nombre de personnes qui ont passé des achats, parce que la nouvelle caisse enregistreuse, comme je parlais, ça nous permet de voir le nombre de personnes qui achètent.
On a pour 12 500 personnes qui sont passées au SOS, qui ont acheté 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 items, pour un total, à fin de compte, de 67 500 items. C'est du stock, là, 67 500 items. C'est beaucoup de biens qui est vendu. C'est ça que vous comprenez, toute la chaîne, ça rentre, c'est trié, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Puis des fois qu'on a un surplus de biens, ben on collabore beaucoup avec la ressourcerie de Saint-Marc-des-Carrières, qui eux aussi refont un autre bout. Puis ces biens-là sont recyclés un peu partout. Donc, on donne beaucoup de deuxième vie à ces biens-là. Donc, 68 000 items. C'est pas rien qui passe là, sur les tablettes durant l'année. C'est énorme là, en tant que tel pour ces choses-là. En aide alimentaire, je voudrais souligner aussi, en aide alimentaire, on a quand même 1060 familles qui ont passé durant l'année, qui ont venu demander de l'alimentaire. Il y en a des fois, c'est sporadique, d'autres des fois, c'est quasiment tous les mois parce qu'il y a vraiment un besoin essentiel. Donc, c'est beaucoup de personnes qu'on vient aider là, en bout de ligne au courant de l'année. Puis cette année, les paniers de Noël, c'est 165 paniers de Noël qu'on a remis. Une moyenne à peu près de 300 $ du panier qu'on remettait. Donc, c'est quand même là, ça a été une grosse année avec tout ce qu'on a fait. Moi, je tiens à remercier les bénévoles parce que ils font un travail énorme. C'est ce qui nous permet de rouler de cette façon-là. Puis je vous dirais, il y a un engouement de venir faire du bénévolat. Au SOS Accueil, les gens ils savent qu'il y a une dynamique. On a du plaisir à le faire, on le fait dans le plaisir. Puis tout le monde le remarque. Puis ça, ben chapeau à tous eux, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Là. Vous voyez, c'est une petite entreprise carrément. C'est 100 bénévoles, là, avec 125 000 de nourriture, des salaires. Quand on regarde tout ça, c'est une petite entreprise là, qui vient en aide aux gens de... Qui redonne directement aux gens de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Rivière-à-Pierre, puis Rivière-à-Pierre. Donc, c'est quand même beaucoup de missions. On dessert à peu près 18 000 par habitant, en fin de compte. Si on calcule le nombre d'habitants par municipalité, c'est environ 18 000. Donc, c'est beaucoup de personnes qu'on vient aider. C'est pas tout le monde, mais on en aide beaucoup à travers. Monsieur Frenette, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette entrevue. Bien, je te remercie infiniment, mon cher Danick. Merci. Plaisir. C'est demain, vendredi, le 24 janvier, entre 10h et midi, qu'aura lieu la présentation du projet Super Voisin de Portneuf. Ce projet est une adaptation d'une initiative similaire. Il a été mis en place en Gaspésie il y a quelques années. Ça vise à encourager les citoyens de Portneuf à effectuer des tâches de voisinage bienveillantes. C'est au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond qu'aura lieu le lancement, avec notamment le dévoilement de gagnants de concours de bande dessinée destinés aux jeunes du secondaire de la région. Le projet visait à sensibiliser les jeunes au projet Super Voisin. Les gagnants du concours verront leur bande dessinée être diffusée partout dans la région pour mieux faire connaître l'initiative. La semaine passée, j'ai discuté avec Myriam Côté et François Drolette. Voici un court extrait de cette entrevue nous expliquant ce qu'est un super voisin. En fait, c'est un citoyen bienveillant qui veut rendre des services dans son quartier, dans sa rue. C'est pas nécessairement un voisin immédiat, mais il veut aider les aînés, surtout à rester chez eux le plus longtemps possible, à avoir brisé l'isolement social, avoir plus d'autonomie. Donc, il peut faire des petits services comme pelleter l'entrée, comme mettre les bacs de poubelle au chemin, prendre des nouvelles de son voisin. Fait que c'est juste un réseau de voisins bienveillants. Complètement volontaire. Au retour de la pause, le reportage de Philippe Papillon sur les déjeuners du bois Saint-Louis, se déroulant au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet.
CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Un dimanche par mois, l'organisme Sur le Perron organise des déjeuners dans Portneuf pour permettre aux artistes de faire des prestations devant plusieurs adeptes. Philippe Papillon a fait un reportage sur cette initiative nommée les Déjeuners du Bourg-Saint-Louis. C'est dimanche, le 19 janvier, que lieu le premier déjeuner du Bourg-Saint-Louis de l'année 2025. L'événement est organisé par l'organisme Sur le Perron, auparavant appelé Ville-Neuville. Un dimanche par mois, des gens se rejoignent au Moulin Marcoux pour découvrir les chansons et les poèmes. Dimanche, une quarantaine de personnes se sont réunies. Voici d'ailleurs Aubert Tremblay. Je m'appelle Aubert Tremblay, je suis le président, j'habite Neuville, je suis le président de Vue de Neuville, un organisme qui est voué à la diffusion de la culture, on va dire, mais de la culture populaire, là, les gens entre eux, là, au partage. Notre slogan, c'est « Créer pour être ensemble ». C'est vraiment notre leitmotiv, j'allais dire. Puis là, on a trouvé un autre nom parce qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'on faisait de moins en moins de choses à Neuville même. On les fait surtout. Maintenant, on vient ici à Pont-Rouge, on est à Cap-Santé aussi. Fait que donc, on s'appelle maintenant, on a un autre nom qui s'appelle, Sur le Perron. On s'appelle aussi Sur le Perron parce que ça reflète bien notre slogan qui dit « Créer pour être ensemble ». Comme les perrons d'église où on partageait l'information, maintenant, on est ensemble pour partager la culture. Je m'appelle Yves Blais, je suis originaire de Thetford Mines et je demeure à Cap-Santé depuis 2020. Il va y avoir deux chansons aujourd'hui. La première chanson, ça va être une bonne vieille chanson d'harmonium des années 1974. Ça s'appelle « Pour un instant » et une pièce qui est quand même, je pense, assez connue. La deuxième pièce, c'est une pièce instrumentale qui est une composition que j'ai faite il y a peut-être une vingtaine d'années et que je revisite régulièrement. Essentiellement, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Puis, lorsque j'étais ado, j'ai fait pas mal de guitare avec des chums, avec un petit band. Depuis ce temps-là, du moment que j'ai une chance, je vais mettre les doigts sur le manche et faire quelques tunes pour le plaisir. Et depuis que j'ai découvert le club de guitare et le club de Neuville, les déjeuners du bourg de Neuville, ben, je joue régulièrement, peut-être presque 2 fois par mois, assez régulièrement. Et j'ai trouvé une communauté de musiciens qui est très agréable et très le fun. Fait que ça permet d'avoir des beaux échanges. Donc, c'est pas mal là que je trouve mon inspiration de ce temps-là, c'est par les communications puis les occasions d'avoir du fun avec du monde qu'on aime bien. Les déjeuners du Bourg-Saint-Louis, c'est comme notre activité phare, celle qu'on fait depuis le début, depuis 6 ou 7 ans maintenant. C'est justement, ça consiste simplement en un déjeuner suivi de prestations musicales ou autres. Chaque personne qui veut monter sur scène a 7 minutes pour présenter quelque chose. Ça peut être de la chanson, la plupart du temps c'est ça, 2 chansons ça dure à peu près 7 minutes. Ou ça peut être un texte qu'on lit, ça peut être un petit bout de pièce de théâtre, on a même eu de la marionnette, toutes sortes de choses. L'idée, c'est d'être ensemble et de partager. Puis ces gens-là, c'est pas nécessairement des professionnels, puis souvent, c'est des gens qui, au contraire, ont jamais vraiment monté sur scène. Puis là, notre idée, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Sur le dos, s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau. Bonjour, je m'appelle Michel Dosti, je demeure à Saint-Alban, dans le comté de Portneuf. Je joue de la guitare depuis mon adolescence.
Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle rue d'or, la belle vie dorée, sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain. Alors ce matin, je vais interpréter une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Le Père Noël et la petite fille. C'est une chanson qui nous incite à réfléchir un peu sur les cadeaux empoisonnés, qu'on pourrait dire. Il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau, il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras pas froid de sitôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. J'ai commencé à faire de la musique, à jouer de la guitare à l'époque des boîtes à chansons. J'ai été beaucoup impressionné par cette mode-là et je suis resté un peu accroché à ce style-là. Alors, je fais beaucoup de chansons qui datent de l'époque des boîtes à chansons, mais j'interprète aussi des pièces plus récentes, contemporaines, mais inspirées en essayant de recréer l'ambiance des boîtes à chansons. C'est beaucoup ça qui est ma motivation première. Puis l'inspiration, elle vient de toutes les chansons qui sont écrites, qu'on entend. Puis quand on en trouve une à notre goût, dont les textes nous plaisent, on essaye de l'apprendre et de l'interpréter. En venant au déjeuner, comme on vient presque tous les mois, il faut avoir beaucoup de nouvelles chansons. Et pour vous inscrire, c'est très simple. Il faut appeler le traiteur parce qu'on a un traiteur qui fournit ici la nourriture au 88 339 32 30. Il faut réserver idéalement avant la fin du jeudi pour qu'elle sache exactement combien il y a de convives, combien elle prépare d'assiettes. Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 16 février entre 9h et midi. C'est un reportage de Philippe Papillon avec la narration de Danick Julien pour CJSR. Au retour de la pause, on discute avec M. Richard Saint-Pierre de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond a subi de grands changements dans la dernière décennie. Seulement dans la dernière année, 5 nouveaux terrains ont été vendus. J'ai réalisé le bilan avec le directeur général de la Corporation de développement de Saint-Raymond, Richard Saint-Pierre. Voici notre entrevue annuelle. Alors, nous sommes maintenant avec Richard Saint-Pierre, le commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, Danick. Nous allons nous tutoyer pour cette entrevue, comme on se connaît bien. Richard, ça fait 7 ans que tu es à la tête de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Le parc industriel numéro 2 va assez bien. Ça va très, très, très bien. En fait, le qualificatif bilan positif, je suis toujours avec le qualificatif positif parce que les faits sont là, les résultats sont là à chaque année et on a toujours des beaux résultats. Et si on regarde, si je fais tout de suite le bilan, moi je suis fier de dire du bilan des 7 dernières années parce que
Écoute, pendant cette période-là, c'est 43 terrains vendus qui représentent plus de 2,8 millions de pieds carrés de terrain. Pour se donner une idée, des fois, que les gens qui ne sont pas familiers avec les millions de pieds carrés, 2,8 millions de pieds carrés de terrain, c'est l'équivalent d'un gros 48 terrains de football, là, selon les dimensions américaines. Et aussi en nombre, quand je suis arrivé en janvier 2018, il y avait 14 entreprises et aujourd'hui, on en dénombre 51. Alors, c'est toute une progression. Tout ça, bien sûr, au bénéfice de la communauté raymondoise. C'est fort intéressant. Et à chaque année, il y a des entreprises qui s'ajoutent. Et 2024, ça a été une bonne année, encore une fois. Oui, je dirais que dans le fond, comme 7e année, c'est la moyenne des ventes des 6 années qui ont précédé, c'est-à-dire au nombre de 6. Et on a vendu notamment à Atelier Jules Roberge et à Structure de bois, Montmorency Structure de bois, qu'on connaissait mieux sous l'appellation récemment Charpente Montmorency. Ces deux entreprises-là ont réalisé des projets d'expansion, sont sur le point de les compléter, alors respectivement de 9 000 et de 6 000 pieds carrés. Alors, c'est fort intéressant, ça aussi, pour la croissance du parc. On a vendu aussi un terrain à Dompierre Transport, qui était déjà résident dans le parc industriel et qui a acheté un terrain additionnel, donc, pour faire de l'entreposage de matériaux en vrac pour ses opérations. On a vendu aussi à Gestion Remax, qui est propriétaire d'un multilocatif depuis l'an dernier, de 5 500 pieds carrés, déjà à pleine capacité. 3 locaux déjà loués. Et alors, il va construire un bâtiment en 2025, là, identique au premier, de 5 500 pieds carrés. On accueille aussi 2 entreprises de l'extérieur avec construction et rénovation d'Orwa, de Shannon, dans ce cas-ci. Alors, c'est de la construction résidentielle, construction neuve, rénovation. Et aussi Atlas PVC, qui, comme son nom l'indique, dans le domaine des PVC. C'est des secteurs d'activité qui sont reliés au domaine de la construction, ce qui est admissible dans le parc industriel au chapitre des activités para-industrielles. Alors, c'est les 6 entreprises qu'on va accueillir cette année. C'est 280 000 pieds carrés de terrain au total qui ont été vendus à ces 6 entreprises-là. Donc, le parc industriel numéro 2 qui va justement super bien. Et j'aimerais qu'on parle peut-être des espaces locatifs. C'était quelque chose, quand on s'était parlé dans les dernières années, Richard, qui était très important. Je me rappelle, c'était sur votre liste. Et là, ça s'en vient bien. Là. On a des condos locatifs qui s'en viennent. Il y en a qui sont déjà arrivés, justement. Oui. Sans prétention, notre offre est maintenant complète. T'sais, demain matin, quelqu'un veut s'acheter un terrain, se construire, être propriétaire occupant, on a une belle offre à lui faire. Demain matin, quelqu'un veut louer un 2000 pieds carrés parce que lui, il a mieux en location, puis c'est un petit espace en soi. Alors, on a un multilocatif qu'on peut répondre à ses besoins aussi. Et en plus, quelqu'un qui voudrait louer aussi, quelqu'un ici qui envisage un espace de 2000, 3000 pieds carrés, puis qui souhaite ultimement quand même être propriétaire, on a aussi une formule condo industriel avec un promoteur immobilier. Donc, comme c'est une formule condo, il peut le louer aussi s'il le veut, son condo, mais aussi il peut l'acheter, il peut être propriétaire. Fait que ça, c'est fort intéressant. Tu sais, comme tu l'as mentionné, Danick, c'était une grande faiblesse qu'on avait. C'était une faiblesse qu'on avait parce que, c'est ça, notre offre était très, très faible. Mais là, je veux dire, en dedans d'un an et demi, on est rendu au 31 décembre dernier, là, 40 000 pieds carrés d'espace locatif. Et il va s'en ajouter d'autres même au cours de la prochaine année. Fait qu'on a résolu tout ça. Et il y a quand même d'autres choses qui sont intéressantes dans votre bilan 2024, Richard, parce que, il y a eu un bon travail sur les outils promotionnels pour justement les entreprises, les industries qui sont sur le territoire de Saint-Raymond. C'est ça. Dans un premier temps, on le fait. On devait le faire aussi. Et d'autant plus, ça me permet d'aborder aussi en même temps qu'on a participé au Salon industriel de Québec, une première participation en octobre dernier, 3 jours. Alors, Salon industriel, le nom le dit, c'est vraiment notre clientèle cible pour nous. Et on avait invité aussi la MRC de Portneuf et son service de développement économique à partager un kiosque. Donc, au lieu d'avoir un petit kiosque 10 par 10, nous avions un kiosque 10 par 20. J'en occupais la moitié, la MRC l'autre moitié. Et notre clientèle cible était là, des industriels, des donneurs d'ordre, des équipementiers, des courtiers immobiliers même qui circulent là, etc. Donc, c'était une belle occasion pour nous de mettre Saint-Raymond dans la tête, encore une fois, des gens, de leur permettre de découvrir, dans certains cas, ou de redécouvrir l'offre d'infrastructures d'accueil en entreprise qu'on peut avoir à Saint-Raymond. Et de ce fait-là, il a fallu donc refaire nos outils promotionnels. Alors, aujourd'hui, on a un beau site. J'invite les gens d'ailleurs qui veulent aller le voir, le visualiser. Si vous faites Parc industriel Saint-Raymond comme tel sur Google, il est référencé pas mal en premier ou en deuxième maximum. Alors, vous avez les caractéristiques du parc industriel qui apparaissent là-dessus. On a un beau vidéo aussi promotionnel qu'on a tourné d'une durée de plus de 2 minutes, des vues aériennes par drone, des vues intérieures aussi pour certaines entreprises. Alors, fort intéressant à visualiser. Et aussi, moi, quand je travaillais avec mes promoteurs jusqu'à maintenant, c'était très, très bien, c'était avec une carte papier.
Alors, j'avais une carte papier là, qui avait l'identification des terrains disponibles dans le parc industriel. Alors, c'est un bel outil de travail, mais pour rendre ça un peu plus moderne aussi, encore une fois, à la sauce 2024, 2025 maintenant, bien là, on a une carte interactive sur ce même site web-là. Alors, les gens peuvent consulter la carte, cliquer sur un terrain comme tel, ils vont voir apparaître le numéro de l'eau, les superficies totales, superficie de frontage, de profondeur. Alors, ça devient un bel outil de travail. Alors, quand ils m'appellent dorénavant, ils sont déjà avec un pas d'avance parce qu'ils savent déjà un peu, « j'aimerais ça me localiser dans tel secteur, puis il y a un terrain qui semble correspondre à mes besoins. » Avec le parc industriel numéro 2 qui est en plein essor, on n'a pas le choix de penser à une 5e phase d'expansion. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui, absolument, absolument. En fait, la Ville a toujours une belle contribution à ce niveau-là. C'est son rôle de mettre les conditions gagnantes pour poursuivre notre développement qui est dynamique. Alors, ça va se manifester à l'été prochain par la construction donc de la 5e phase qui va viabiliser environ 1,8 million de pieds carrés. On va en avoir bien besoin face aux demandes qu'on peut avoir encore actuellement. 40 environ de cette nouvelle superficie va être desservie par tous les services, c'est-à-dire aqueduc, égout municipal, gaz naturel, télécom, fibre optique, etc. Et l'autre 60 va être, comme ça l'était originalement dans le parc, et ça correspond à d'autres besoins, tous les services, sauf le réseau d'égout municipal, donc sur fosse septique, avec un prix d'acquisition qui est un peu moindre et tout. Mais ça satisfait pas. Si je donne un exemple comme structure de bois Montmorency, son bois est rendu avec quasiment 22 000 pieds carrés d'usine. Bien, dans le fond, il n'y a pas d'eau qui se consomme, qui se rejette pour les opérations. Ouais. Alors, c'est des toilettes, des lavabos, donc ils se contentent facilement d'une fosse septique. Puis donc, les prix sont moindres, les prix d'acquisition sont moindres aussi à ce moment-là. J'aimerais, Richard, tu es le commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Et pour 2025, quels sont les objectifs de la Corpo pour la prochaine année? Bien, on vise au moins à atteindre encore un même niveau de vente, ça c'est sûr, de terrain dans le parc industriel. Il y a un très, très gros projet comme tel. Je ne peux pas en parler en détail plus que ça aujourd'hui, mais je vous annonce d'ores et déjà qu'il y a une belle entreprise manufacturière qui va venir s'établir à Saint-Raymond au cours de la prochaine année. On va faire une conférence de presse spécifique là-dessus, mais à ce moment-ci, je ne peux pas en parler davantage. Aussi, pour 2025, il y a plein de choses qui vont se passer, là. Notamment, on va refaire. On va avoir une deuxième édition de notre journée porte ouverte. Première édition en 2022. Ça a connu passablement vraiment pas mal de succès, avec plus de 600 visiteurs. Donc, en juin prochain, date précise à déterminer, je viendrai vous en reparler aussi si vous voulez, on refait une deuxième édition de cette journée porte ouverte. Alors, d'autant plus aussi avec l'addition qu'il y a eu des nouvelles entreprises qui sont ajoutées dans le parc, bien, pour les visiteurs, pour la communauté remondoise, puis même des autres municipalités qui ont été les visiteurs en 2022, bien, ça va être fort intéressant. Nouvelle enseigne aussi d'identification du parc industriel. Okay. L'idée est partie du maire à un moment donné qui disait, bien, écoute, on trouve que le parc industriel, 20 millions de pieds carrés, l'enseigne était peut-être un petit peu, comme on dit couramment, chétive, là, tu sais. Ouais. Alors, ça ne reflétait pas tellement l'ampleur de ce parc-là, puis son dynamisme, etc. Fait qu'à l'été prochain aussi, tout le design a été fait. On arrive avec une nouvelle enseigne d'identification du parc à son entrée principale. L'incubateur va poursuivre sa croissance aussi. On a eu des taux d'occupation de 100 les 3 premières années. On a conclu 2024 avec un taux d'occupation encore de 88 c'est-à-dire 7 ateliers déloués sur 8. Oui. C'est toujours... et ça génère des belles entreprises. On va aussi, si tu me permets, Danick, parler... On va créer une jeune entreprise étudiante. OK. C'est encore une fois une idée qui provient du maire comme tel. Il m'en avait parlé à 2 reprises en cours d'année, et en me disant, bien, ça serait plaisant qu'on puisse initier nos jeunes ici, dès le plus bas âge, en entrepreneurship, préparer notre relève. Ça fait que ça n'a pas tombé dans l'œil d'un sourd à un moment donné. Moi, m'inspirant de ce que j'avais déjà fait dans le passé à cet égard-là, bien, on va démarrer à l'école secondaire Louis Jobin, avec la généreuse collaboration, puis l'enthousiasme aussi de la directrice là, Mélanie Caillé et de son équipe, une jeune entreprise étudiante à l'automne 2025. Alors concrètement, c'est parrainé par le mouvement qui s'appelle JIA Québec, pour Junior Achievement Québec. Alors auparavant, c'était les jeunes entreprises du Québec métropolitain. Alors concrètement, les étudiants vont starter une entreprise, vont émettre des actions, constituer un capital, choisir un produit, choisir un calendrier de production, préparer des outils de promotion, aller vendre éventuellement dans les foires commerciales qui sont organisées expressément pour ça, genre à Laurier, Québec ou aux Galeries de la Capitale. Et à la fin de l'année scolaire, ils vont dissoudre aussi cette entreprise-là. Donc, est-ce qu'à travers ces 10, 15, 20 jeunes-là, de niveau secondaire 4, secondaire 5, qui vont certainement participer à cette jeune entreprise étudiante-là,
Est-ce qu'on peut générer 1, 2 entrepreneurs dans le futur, 3? L'avenir nous le dira, mais c'est très porteur dans ce sens-là. Et l'avantage qu'on a aussi dans la formule avec JA Québec, ce qui n'était pas le cas avec les jeunes entreprises du Québec métropolitain à l'époque, c'est que, et ça va mettre la table, dans le mois de février qui s'en vient, on va avoir deux types de formations. C'est initiation à l'économie et initiation au monde des affaires, qui va être offert autant des jeunes de secondaire 3, 4, 5, des petites formations d'une durée d'environ 75 minutes, auxquelles on fait participer aussi des témoignages d'entrepreneurs d'ici, qui viennent de témoigner de leur vécu, l'importance de l'entrepreneurship. Fait que ça va mettre la table aussi, donc, pour l'entreprise étudiante à l'automne. Fait que, un beau programme pour 2025 encore. Et oui, pour les jeunes, c'est des enseignements qui vont les suivre pour le restant de leur vie. C'est une très belle initiative. Richard Saint-Pierre, commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Danick, de me recevoir. Merci. Merci. Ce dimanche, l'artiste Annie Muller procédait au vernissage de son exposition au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Voici le reportage d'Arthur Bordelot. Plus tôt cette semaine, au Centre multifonctionnel à Saint-Raymond avait lieu le vernissage de l'Envol de l'âme, une exposition d'Annie Muller. L'exposition sera présente du 19 janvier jusqu'au 6 mars. Bonjour, je m'appelle Annie Muller, je suis artiste en art visuel et médiatrice culturelle. Aujourd'hui, vous êtes présentement à mon exposition à Saint-Raymond, dans Port-Neuf. Alors, j'ai exposé à plusieurs reprises. J'ai été exposée en Allemagne, j'ai été exposée en France, dans un centre d'art. J'ai déjà exposé à Vancouver. Puis l'année passée, bien, il y a quelques œuvres, il y a 3 œuvres de l'exposition en ce moment à Saint-Raymond. Il y a des œuvres qui ont été exposées à Vienne, en Autriche, où j'ai exposé au mois de mai dernier. Puis c'est une série qui parle du bien-être par les couleurs. Puis les oiseaux, bien, c'est un éclatement un peu de l'esprit, une libération, comment que notre oiseau doit réapprendre des fois à voler. Quand on est stressé, on vit des moments difficiles, mais l'oiseau, bien, il doit s'envoler puis prendre de l'air. Pour moi, j'ai déménagé il y a 3 ans. Je viens de la région de la Naudière, à Repentigny. Puis il y a 3 ans, j'ai fait un choix de m'en aller à Batiscan. À Batiscan, pourquoi? Parce que, j'allais avoir un plus grand atelier pour recevoir le public dans mon atelier, mais aussi me rapprocher des gens de Québec qui ne me connaissent pas, les gens aussi de Port-Neuf. Saint-Raymond, je ne connaissais rien à ça. Il y avait des gens de Québec qui m'avaient parlé que c'était magnifique, puis effectivement, c'est super. J'adore le lieu, c'est vraiment un cachet très particulier. Alors, j'ai commencé à faire des toiles à l'âge de 8 ans. Je peignais à l'huile des paysages. Ça a été pour moi un moment très important dans ma vie parce que c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais devenir artiste peintre. Parce que j'avais de très graves difficultés à l'école, j'avais de la difficulté à lire puis à écrire. Puis j'ai su beaucoup plus tard au cégep en art, en passant des tests neurologiques, que j'étais dyslexique. Alors d'où là est venue mon idée de travailler sur l'imperfection. Parce que, un peu pour digérer, savoir c'est quoi la dyslexie, je me sentais toujours différente à l'école. Je vivais beaucoup d'intimidation. Puis c'est là que j'ai commencé à mûrir dans ma tête puis à avoir mes réflexions pour dire je vais travailler l'imperfection. Puis avec le temps, j'ai eu la possibilité de faire un bac en art visuel. Puis en faisant mon bac, j'ai commencé à parler un peu plus de l'autoreprésentation. Puis parler aussi des personnes que je côtoyais. Mes grands-parents étaient rendus à Alzheimer. Puis j'ai commencé à avoir la possibilité de créer des œuvres avec les personnes Alzheimer. Fait que c'est depuis, ça fait un bon bout de temps de ça, depuis 2016 que je travaille en médiation culturelle dans les divers lieux comme CHSLD. Je crée des œuvres qui parlent de plus en plus de l'imperfection, mais aussi de comment on se transforme avec le temps. Comment, avec nos épreuves de la vie, les sentiments, les deuils, la santé qui se transforme, hein? On vieillit aussi, tout se transforme. Fait que pour moi, faire des œuvres hyper parfaites ne ressemble pas à notre société puis à ce qu'on est vraiment dans notre cœur. Fait que pour moi, c'est important de créer un univers où il n'y avait rien de parfait, puis je m'amuse beaucoup avec la matière. Ça fait réfléchir, puis j'aime bien faire réfléchir les gens, parce que la perfection n'existe pas, mais en même temps, c'est grâce à nos expériences qui ne sont pas toujours positives, mais négatives, qui nous renforcent. Fait que dans le fond,
Quand on grande mes œuvres, on grandit avec l'œuvre. Chaque jour, on la voit, puis on dit « Ah, ben j'ai telle émotion », mais on ne voit pas ça négativement nécessairement, mais plus en libération, puis plus en zénitude aussi. Parce qu'on s'entend, dans l'ère d'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias sociaux, il y a beaucoup de choses qui c'est du tape à l'œil, il y a moins de démarches. Puis moi, c'est très important d'avoir une démarche constante. Depuis plusieurs années, ça va faire 20 ans. L'année prochaine que je travaille à temps plein dans mon travail. Puis ma démarche artistique est unique, est très forte, puis les gens, au fil du temps, me reconnaissent facilement à cause de ma fragmentation dans mes œuvres. Ils reconnaissent ceux qui ont acheté mes œuvres depuis le début, mais ils reconnaissent que mon travail, il y a toujours des coupures, mais il y a une coupure constante qui se travaille, qui change. Il y a des moments que je faisais beaucoup des œuvres noires. Maintenant, il y a beaucoup de couleurs pour aider les gens à passer à travers les moments durs qu'on a eus le long de notre vie. Les oiseaux représentent un peu notre esprit intérieur. Ça l'exprime un peu la libération. On doit apprendre à voler. On doit, même si on se fait regarder, on se fait dévisager, on se fait juger rapidement, bien, notre oiseau intérieur, il faut qu'il soit libre. Il faut libérer ces tensions-là. Fait que donc, cet oiseau-là, autant dans un passage de difficulté de santé ou deuil, cet oiseau-là doit être libéré. C'est pour ça qu'on voit les différents moments, un oiseau qui se transforme, qui s'envole, il vit des choses, des moments à travers l'esprit d'une femme. Hein. Souvent, là, j'exploite l'idée de la femme, hein, parce que je suis une femme moi-même. Là. Mais comment, au fil du temps, on se transforme avec l'oiseau? Une protection, une force intérieure, une libération. C'est tous ces points-là que je parle dans mes œuvres. J'espère que vous allez venir en grand nombre me rencontrer mes œuvres. Vu que c'est la première fois que je suis à Saint-Raymond, j'espère de vous voir en grand nombre et avoir la chance d'échanger avec vous. Au plaisir et à bientôt! La semaine passée, nous avons discuté avec le maire Pierre Delbecq. Voici la seconde partie de cette entrevue. Il a été notamment question du travail en collaboration avec le MTQ sur les routes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Vous avez d'autres projets pour 2025, projets avec le MTQ, je crois. Oui, bien avec le MTQ, ce qui arrive actuellement, on est en pourparlers avec eux autres depuis un bon bout de temps. Bon, là, il y a la caserne qu'on a parlé. Le MTQ, on a Désérable Fossambeau. On les a rencontrés suite à ma sortie de l'automne avec le pont que j'avais mon voyage tout, là. Fait qu'ils nous ont appelés, ils sont venus chez nous. Ça a été une très belle rencontre, honnêtement. C'est une nouvelle madame qui est là, en plus de ça, qui remplace Jean-François Leclerc. Belle ouverture. Honnêtement, quand la rencontre était finie, là, je suis resté emballé. Puis on a un deal ensemble. D'ailleurs, on se parle au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. C'est des saisons différentes, c'est des besoins différents. Quand ils sont descendus à Sainte-Catherine, ben là, ils nous ont parlé de ce qui se passe. La sécurité, c'est sûr qu'à court terme, ils ne peuvent pas rien faire. Puis je l'accepte, je le comprends. C'est des projets à long terme, c'est beaucoup d'investissements, puis on n'est pas les seuls dans la province. Moi, j'ai dit que je suis prêt à acheter ça. Là. Sauf que venez pas me dire que je vais accepter que parce que vous n'êtes pas capable de trouver une bébelle temporaire qui va faire que mes gens qui sortent de Désérable pour aller sur Fossambeau ne se casseront pas la gueule, puis j'aurai pas un accident avec 2 morts, comme il est arrivé l'année passée. Ça, je ne l'accepterai pas. Puis si ça arrive, vous allez m'avoir sur la presse, puis je vous jure, vous ne me trouverez pas drôle. À partir de là, ils m'ont dit, laisse-nous travailler, puis on te revient. Ils me sont revenus. Là, ce qu'on va, ils sont en train de faire, ils font une analyse pour tout faire la reconfiguration de Désérable et Fossambeau. Ce qui devrait régler le problème de la sécurité. C'est pas fait demain matin, ils parlent de 3 à 5 ans. Sauf que parallèle, en attendant, ils vont me présenter, probablement là, au début du printemps, une configuration temporaire qui va permettre de ralentir un peu le trafic. Ils ne changeront pas les vitesses non plus, puis ils ont le paramètre, puis ça ne me donne rien de m'assiner, puis ça ne me donne rien de me battre. Je vais autant travailler avec eux autres. Je l'ai fait confronter Jean-François Leclerc, j'ai vu ce que ça a donné, ça n'a rien donné. Là, j'ai une belle ouverture d'esprit avec Mme Lemelin. Madame qui s'occupe des municipalités était là, puis ça a bien été. J'aime autant travailler avec eux autres, main dans la main, conjointement, puis travailler ensemble pour que tout simplement on règle les problèmes à court, moyen et long terme, parce que c'est le même que ça va fonctionner. Tu ne me donnes rien de destiné. Fait que ça va être avec ça.
On a aussi sur Parc industriel, où est-ce qu'il y a H, et Fossambeau, on va avoir une lumière. Ça, encore là, ils vont nous présenter ça en temps et lieu quand est-ce qu'elle va être faite. Ça peut venir plus vite, par exemple. Parce que ça va avec la continuité de H qui va s'en aller l'autre côté sur Fossambeau. L'espèce de rue qu'on fait avec un arc de virage en haut, là. Et ça va se faire en parallèle. Ça devrait être d'ici les 2-3 prochaines années. Okay. D'ailleurs, dans 2027, on parle de la rallonge de H pour s'en aller de l'autre côté. Fait que tu vois que ça vient quand même plus rapidement, là. Ça a été le fun aussi parce que cette lumière-là va nous permettre de contingenter le premier bloc de circulation. Puis la rue, la lumière où ils vont la mettre, ils vont rallonger le boulevard urbain. Puis boulevard urbain, moi, quand ils m'ont dit ça, que c'est psychologique, ça ralentit le trafic, je riais pas en pleine face. En dedans de moi, je vais arrêter de me prendre pour... Mais c'est vrai, ça ralentit le trafic. Okay. En ramenant encore plus le boulevard urbain, je vais avoir une période plus longue de ralentissement de trafic, parce que ça devrait me donner un deuxième impact positif sur mes autres lumières. Parce que ça devrait... En tout cas, ça devrait régler le problème, là, pour au moins la circulation rapide. Fait que ça, c'est les... Puis après ça, il y a la continuité, comme je te disais, la rue des Catherines vers Jacques-Cartier. Ça, c'est nous autres qui la gèrent. Puis elle, normalement, là, 2027, on est rendu à Jacques-Cartier. Puis le Boisé Natura, phase 1, 2, 3, 4, lui, il va quasiment fini dans ce temps-là. Fait que la problématique de la circulation qui va aller sur Fossambeau, on ne l'aura pas. Naturellement, on a mis beaucoup de pression, nous autres, pour que ça, on le fasse plus vite possible. C'était à cause de l'école secondaire. Il va y avoir 25 espaces d'autobus. Imagine-tu la circulation qu'il va y avoir. Là, tant mieux, je vais respirer un peu plus, là, mais je ne ralentirai pas le processus de sortir sur Jacques-Cartier le plus rapidement possible. Ça, c'était avec le MTQ. Puis encore là, avec le MTQ, eux autres, ils refont tout le long de la rivière Jacques-Cartier, parce qu'ils sont obligés de refaire les accès de rentrée et sortie. Puis on travaille ça conjointement ensemble. La donne a changé complètement depuis... des fois, ça vaut à peine peut-être d'être bête comme ces deux pieds, là, vous essayez ça. Mais celle-là, oui, ça a porté fruit. Il y a eu un changement. M. Leclerc est parti. Puis on était dans la première municipalité que Mme Lemelin a rencontrée. Okay. Puis on s'arrange que ça reste réellement là, positif et agréable de travailler ensemble. Donc, les liens avec les MTQ qui s'améliorent. J'aimerais peut-être parler rapidement parce qu'il y a encore des développements résidentiels qui sont en cours à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Bon, on a un APP sur la rue des Catherines qui a 6 à 8 blocs qui est en train de faire. C'est un beau développement, c'est bien. Puis, rue des Catherines, bien, les développements qu'on fait là, jusqu'à peu près à la hauteur de la rue qui rentre vers la bibliothèque, tous les blocs qu'il va y avoir, le premier étage, c'est des choses commerciaux. Fait que ça va donner un axe de vie pas mal le fun pour tout le monde qui reste dans ce coin-là. Comme je te disais d'entrée de jeu tantôt, moi, mon centre-ville est rendu là. Donc, on développe la rue des Catherines en conséquence de donner le plus de services possible aux citoyens qui restent dans la phase 1, 2, 3, 4 du Boisé Natura. Parce qu'on va parler quand même au total à la fin, là, 690 portes. Là. Ça fait quand même pas mal de monde. Puis ça va tout être accessible à pied, en bicycle, avec la poussette, aucun problème. Encore là, ça rejoint ce que les gens nous ont demandé dans le sondage. On veut avoir de l'accès, une mobilité mobile, naturelle, la paix. On travaille en conséquence que ça fonctionne de même. Fait que la phase 2 et 3 vont continuer l'année prochaine pour Boisé-Ventura. Puis la phase 4, elle, va être en train de travailler avec eux parce que c'est pas sûr que ça va être avec service. Ça se peut qu'elle reste hors périmètre. OK. Puis ça donnerait une période tampon. Au lieu de me ramasser avec tout le trafic en bloc des 4 phases sur le réseau, dans le fond, la dernière section, ça va être moins de maisons, des plus grands terrains, puis pas de service. Fait que ça va, quand le trafic va rouler, il va être beaucoup moins lourd, ça va être plus facile au niveau de la mobilité. Et ça devrait régler pas mal de problèmes. En terminant l'entrevue, M. Delbecq, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a à surveiller pour 2025? Le parc industriel, on a deux entreprises actuellement qui sont en construction. On a une compagnie d'aménagement paysager qui est assez grosse. C'est pour ça, quand j'ai vu le bâtiment, il va y avoir du matériel là. Et on a aussi un bâtiment des entrepreneurs Mesley qui est en train de faire. Il est dans le parc industriel actuellement, mais sur la rue H. Puis il a grandi, il quadruple quasiment son superficie pied carré. Donc il y a beaucoup de choses. Continuer à rouler à Sainte-Catherine. On n'a pas de... Cette année, puis l'année prochaine, on n'a pas de projet à se tirer ces murs. Là. Wow! Comme je te disais d'entrée de jeu, on respecte ce qu'on nous a donné dans le sondage. On y va de même. Le parc du Grairon, ça va très bien. Le sondage est numéro 1 à ce stade-là. Où ce qu'on avait plus de problèmes, c'est nos sous-parcs. Les autres parcs qu'on a dans les quartiers. Il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui sont désuets.
Puis l'accessibilité dans certains... Les anciens développements, je ne peux pas rien faire, là, ils sont là. Celui qui n'est pas loin de la mairie, puis tout ça, mais celui qu'on j'ai sur contrôle actuellement, c'est Boisé Natura 1, 2, 3, 4. Bien, lui, il y a des trottoirs, il y a des ci, il y a des ça. On fait des corridors entre les zones de rue. Puis les nouveaux développements, ils vont être faits comme ça aussi. Fait réellement, on s'en va dans cette option-là. Puis je suis complètement d'accord avec ça parce que en bas, c'est réellement mon coin festif, mon coin familial. On est encore en analyse du presbytère parce qu'on voudrait l'acquérir. Oui. Fait que ça va très, très bien. Ça augure bien aussi. Non, ça s'emboîte bien. Honnêtement, là, je suis content. Comme tu disais dans tes jeux, j'ai une vision, elle va bien. Puis je pense que je suis en avant de la parade. Puis ça, ben, ça aide qu'on avance d'une façon adéquate, sans surprise. M. Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, je vous remercie d'être passé en studio pour l'entrevue avec CJSR. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est vendredi, le 17 janvier, qu'a eu lieu la remise des bourses de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf. L'organisme fête d'ailleurs ses 30 ans d'existence cette année. La FASAP, au travers de ses 30 ans, a remis approximativement 750 000 $ aux athlètes de la région. Cette année, environ 30 000 ont été remis à des athlètes qui œuvrent dans 7 disciplines différentes. Le député Joël Godin était sur place. Voici une partie de son allocution. Vous savez, la FASAP, le comité organisateur, vos parents, vos entraîneurs, c'est des gens qui vous soutiennent. Mais ceux qui font les efforts les plus importants, c'est vous. Et on a vu une athlète tout à l'heure qui a été athlète de l'année ici dans Portneuf, qui a fait les Jeux olympiques. Et David mentionnait tout à l'heure qu'il y a une augmentation du nombre d'athlètes dans la FASAP. Peut-être parce que la FASAP est plus connue, mais peut-être parce que la pépinière de talents sportifs dans Portneuf-Jacques-Cartier grandit. Et c'est par justement le soutien de la FASAP, de vos parents, de vos entraîneurs et de tous les organismes qui vous soutiennent, qui vous permettent de pouvoir évoluer dans votre sport. Vincent Caron était également présent. Voici une partie de son discours. Moi, je voulais, dans un premier temps, rendre hommage à celles et ceux qui ont imaginé la FASAP il y a maintenant 30 ans, des gens qui se sont succédés depuis ces nombreuses années. Et on peut être fier aujourd'hui de voir que la Fondation existe toujours, elle est plus que jamais vivante. David le disait tout à l'heure, de plus en plus de candidats à l'obtention de cette bourse. Ça démontre la vitalité, la vivacité du sport dans Portneuf. Le préfet de la MRC, Bernard Gaudreau, s'est lui aussi adressé aux jeunes de la FASAP. Voici ce qu'il avait à dire aux personnes qui étaient présentes. Alors, je m'adresse à vous, les jeunes, soyez tellement fiers de vous. Et tu sais, on dit souvent depuis la pandémie, ça a été difficile. Écoutez, oui, ça a été difficile, mais en 2025, je pense que l'une des belles valeurs qu'on doit s'assurer, c'est de s'occuper les uns des autres. Et s'occuper les uns des autres, oui, il y a des galas comme ce soir qui sont fort importants, mais c'est au quotidien que ça se passe, ces affaires-là. Alors, vous êtes réellement des personnes en qui, évidemment, plusieurs générations s'inspirent, et soyez fiers de vous. Je vous le répète, parce que la région de Portneuf, le Conseil des maires et moi-même, personnellement, je suis excessivement fier, et vous pourrez compter toujours sur l'appui du Conseil des maires de l'RBC de Portneuf et de mes amis, en fait, Joël et Vincent, du député provincial et fédéral, et sans oublier nos partenaires privilégiés, clairement, de la Caisse des Jardins. Alors, merci beaucoup, bonne soirée, profitez-en bien et vous le méritez. On poursuit dans nos habitudes de 2025 en vous présentant le bulletin météo de ce week-end dans Portneuf. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Arthur et Philippe pour leur aide. En terminant, voici davantage d'images de la remise des prix de la FASAP qui a eu lieu vendredi. Je m'appelle Danick Julien et je vous souhaite un bon week-end.